On nous forme à avoir des contre-objections, c'est-à-dire avoir réponse à tout. Ça veut dire que quand quelqu'un te dit ça, tu dis ça. Parce que moi, mon travail, c'est de savoir en 2 minutes si la personne va le faire ou pas. D'accord. Toi, tu le sais pas, mais moi, en 2 minutes, je sais si tu vas donner ou pas. Et à 90% du temps, j'ai raison. Madagascar, c'est une situation qui est hyper complexe. C'est un enfant sur 2 qui souffre de malnutrition chronique. Ouais. Est-ce que vous vous rendez compte, le salaire moyen à Mada, il est de 40 €, comme ça, vous le sachiez. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé. Tu dis bonjour avec le sourire et la personne, elle t'insulte de connasse, tous les noms, tu les prends envoyer, des gens qui vont essayer de te taper en rue. Ah ouais. On n'est jamais tout seul en rue, c'est qu'il y a une raison, en fait. C'est parce qu'on se fait agresser, en fait. Être souriant, c'est la base. D'accord. C'est dans les obligations moyennes. Tu dois être en énergie, tu dois être souriant, parce qu'il y a des gars qui ont étudié en fait ce travail et qui ont cherché la meilleure manière pour faire signer les gens. Histoire de vie avec Sukasula. Bonjour Kamar. Bonjour. Je suis ravie de te recevoir, bienvenue sur Histoire de vie. Merci. J'ai hâte de découvrir ton métier. Tu exerces un métier assez particulier qui existe depuis pas très longtemps, recruteur de donateurs. Oui. Un métier que vous connaissez peut-être ou pas. Vous connaissez forcément parce que c'est les personnes qu'on croise dans les centres-villes, devant les magasins qui vont essayer de... Bref, je ne définis pas plus. C'est à toi de nous dire parce que c'est toi la professionnelle. Alors, recruteur de donateurs, excusez-moi. Recruteur de donateurs, c'est un travail qui existe depuis 2003, plus ou moins. C'est Greenpeace qui avait initié ça. Et il y a une grande boîte qui a été créée à partir de ça. Ils se sont dit, on va en faire un vrai métier. Et du coup, ils ont développé plein de techniques, comment est-ce qu'on peut amener le donateur, la personne, à donner aux associations de manière régulière. Régulière, c'est-à-dire une fois par mois. Ok. C'est vraiment donc, ça. Concrètement, c'est des associations style Médecins du Monde, des associations qui œuvrent pour les gens dans le besoin ou pas forcément, pour l'environnement, oui. Exactement, les maladies qui existent. Oui. Et vous, votre mission, c'est d'aller essayer de trouver des gens qui veulent bien soutenir ces associations. Est-ce que je définis bien là ? C'est exactement ça. Est-ce que j'ai bien résumé ce que tu nous as dit ? C'est ça, exactement. En donnant de manière régulière. J'insiste parce que c'est vraiment, on ne cherche pas de donateurs réguliers, on ne cherche pas de donateurs ponctuels. Et surtout, on n'est pas là pour sensibiliser. C'est-à-dire notre première mission, elle n'a jamais été de sensibiliser dans la rue. Ce que les gens ont tendance à penser. Notre travail, c'est de trouver des donateurs. Ça veut dire qu'on est vraiment dans une démarche de recherche, de récolte de fonds. Tu vas nous en parler parce que c'est vrai que tu me le disais en off, tu es une doyenne de... Ça fait très longtemps. Ça fait très longtemps que tu exerces ce métier, un dinosaure, tu me disais. Et oui. Ouais. Tu as exercé en Suisse, tu as exercé en métropole, dans les 4 coins de l'Hexagone. Oui. Tu exerces actuellement à La Réunion et on va essayer de comprendre quelles peuvent être les différences entre ces régions que tu as pu explorer, les types de profils que tu as rencontrés et surtout comment est-ce que vous êtes formés. On verra, c'est pas toujours... Voilà, il y a des choses à dire. En tout cas, restez bien à l'écoute. Mais avant ça, on a besoin d'apprendre à te connaître pour en savoir un peu plus sur ton histoire. Donc, je te laisse te présenter un peu comme tu le souhaites. C'est un petit peu ça, Histoire de vie. On découvre une personne à travers son métier. Ok, alors j'ai 27 ans. J'ai commencé ce travail quand j'avais 18 ans. J'ai grandi en banlieue parisienne, à Agnières-sur-Seine, dans le 92. Et quand j'avais 18 ans, j'ai été arrêtée par quelqu'un qui travaillait pour UNICEF. Et il me faisait son argu et moi j'avais réponse à tout. C'est-à-dire je répondais vraiment à tout ce qu'il me disait, j'avais toujours une contre-objection et du coup ça l'a titillé un peu et il s'est dit mais tu fais quoi dans la vie ? Je dis je cherche du travail, il m'a dit je te veux dans mon équipe. C'est comme ça que ça s'est fait. Tu t'es fait repérer. Oui. Casting presque sauvage comme ça. Tellement tu avais la tchatch et tu avais réponse à tout et c'est un petit peu ça. On remarque que les recruteurs de donateurs, ils ont réponse à tout vraiment. Souvent les potentiels donateurs que vous croisez dans la rue sont là un petit peu réticents et vous allez dire non, en fait vous prenez tous les obstacles qu'on peut vous qu'on peut vous donner sur un moment et vous dites non, ça tu peux faire ci, ça non mais ça c'est pas un problème, t'as pas de machin, si moi je vais t'aider à le trouver. Ouais, c'est ça. On a réponse à tout. Vous avez réponse à tout et du coup c'est comme ça que t'as démarré ton aventure dans ce secteur d'activité. Oui, c'est comme ça que j'ai commencé et j'ai travaillé du coup pour une boîte qui bossait avec UNICEF et Amnesty International et ça m'a plu et après on m'a recruté encore et là c'est du RRR. Tiens-toi prête. C'est du recruteur de donateurs. Ah d'accord, oui. C'était des gens qui cherchaient des gens comme moi qui avaient déjà fait le travail. J'ai commencé 1 an à Paris
Donc, c'était que des missions sur Paris. Je bossais pour Médecins Sans Frontières, du coup. Alors, pour que vous compreniez pourquoi est-ce qu'il y a des boîtes et pourquoi est-ce qu'il y a des assos, c'est un peu... C'est Justement, c'est là où je voulais en venir. En t'entendant parler, je comprends très rapidement qu'en fait, vous n'êtes pas engagé dans l'association. C'est vrai que moi, j'avais l'image, et je pense que c'est le cas des personnes qui nous écoutent, de bénévoles, en fait. Ouais. Je pensais que vous étiez sur le front, mais en fait, vous êtes, comme tu disais, des commerciaux qui sont là pour... Ouais, c'est un peu ça. En gros, on travaille avec des boîtes de prestataires qui, elles, bossent, négocient des contrats, je veux dire, avec des associations. Ça veut dire qu'il y a des boîtes de prestataires qui vont travailler avec Médecins Sans Frontières, Action contre la faim, Médecins du Monde, AIDS, et d'autres boîtes qui vont travailler avec d'autres assos. Et souvent, les associations travaillent avec plusieurs boîtes de prestataires. Ça veut dire qu'il y a du porte-à-porte, ce que je faisais pas du coup. Moi, je faisais de la rue, du face-à-face. Donc, au-delà de ceux qui sont qu'on peut apercevoir dans les coins de rue, il y a aussi ceux qui font du porte-à-porte, c'est-à-dire vous allez dans les résidences, vous allez chez les gens et tu fais du PAP. Alors du PAP, j'ai toujours refusé d'en faire en France. Je sais pas pourquoi, mais je voulais pas, ça m'intéressait pas. Mais j'en ai fait en Suisse du PAP. D'accord. Du coup, j'ai fait du porte-à-porte en Suisse. J'ai aussi fait de la rue en Suisse. Mais c'est beaucoup plus confort de faire du porte-à-porte en Suisse que de la rue. Du coup, je pense que c'est pour ça que je me suis plus tournée vers le porte-à-porte. C'est totalement différent. Les Suisses sont plus chaleureux. Non, pas du tout. Non, le français est un des premiers pays donateurs, faut le savoir. C'est un des pays. Culturellement, 70% des acquis sociaux aujourd'hui en France, c'est des associations qui sont battues dans la rue. Que ce soit la CMU, par exemple, c'est le travail de Médecins du Monde pendant 15 ans, de Médecins Sans Frontières, d'Action contre la faim. C'est du travail d'association. Donc du coup, le français est donateur, le français est rebelle d'ailleurs, de par définition. Le français a besoin d'avoir des droits et du coup, il le fait savoir et il se bat pour. Donc le français est donateur. En Suisse, c'est un petit peu différent. En Suisse, ils sont très citoyens, il y a des référendums très souvent, ils sont très impliqués dans la citoyenneté. Mais les associations, ça n'a pas la même place. Le Suisse aime bien donner pour les Suisses. C'est pas très politiquement correct de dire ça, mais en Suisse, je bossais beaucoup pour des associations suisses. En Suisse, c'est pas comme en France. Tout ce qu'on t'interdit de faire en France, parce que oui, il y a des interdictions dans la rue. Il y a des choses qu'on n'a pas le droit de dire, il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire pour plein de raisons qui sont très justes. Justement, j'allais y venir parce que c'est vrai que je me posais la question en préparant cette interview. Est-ce que la culpabilisation fait partie des cartes à jouer pour convaincre? Parce que c'est un métier où il faut beaucoup convaincre. On revient sur ce côté un peu commercial. Il faut beaucoup convaincre. Et est-ce que la culpabilisation fait partie des techniques pour appâter, on va dire, le donateur? C'est très dur ce que je vais dire, mais en France, non. En Suisse, oui. Ça veut dire que c'est deux manières complètement différentes de travailler. En France, par exemple, si Médecins Sans Frontières, on m'interdisait, il y a des choses... Quelqu'un qui fumait, je pouvais pas lui dire « Ouais, mais c'est qu'un paquet de clopes ». Tu vois, ça, par exemple, j'ai pas le droit de le dire. En Suisse, il faut le dire. C'est différent. Il y a plein de choses qui sont... En Suisse, on t'apprend à harceler les gens. Moi, j'ai déjà dit plusieurs fois à mon coach, je lui ai dit « Mais là, c'est du harcèlement de rue ». On t'apprend à harceler les gens, ça fait peur, hein? Ouais, c'est des mots forts que j'emploie, mais parce que moi, je l'ai vraiment vécu comme ça, parce que après 6 ans de travail en France, où justement, on t'interdit de faire plein de choses pour pas faire culpabiliser les gens, et j'ai eu la chance de travailler avec des très belles personnes qui m'ont bien enseigné, qui m'ont bien transmis, qui elles le faisaient depuis très longtemps aussi. Donc il y a eu une vraie transmission. Et bien en Suisse, on m'a dit non, attends, tu vas effacer ce qu'on t'a appris et tu vas faire ça maintenant. Et moi j'ai dit non, j'en dormais plus, c'était pas possible, c'est du vrai harcèlement. C'est-à-dire tu vas suivre les gens dans la rue, tu peux dire... on avait une image, ça m'avait toujours marqué, je travaillais pour Pro Infirmis. Pro Infirmis, c'est une association pour les handicapés de Suisse, du coup, pour cette population-là. Hyper touchante comme association, une très belle asso. Mais il y a quand même, sur le stand, il y avait est-ce que tu veux c'est une petite gamine qui avait son déambulateur. Et fallait expliquer que si tu donnais pas, elle n'aurait pas son déambulateur. Waouh. Ouais, c'est chaud. C'est dur, c'est dur quand tu vas acheter ton pain. Oui. De te dire que là... Ouais, ça bloque. Et du coup, moi, j'ai pas accepté. Et c'est vraiment... Il y a une vraie différence entre la Suisse et la France. Il y a aussi le fait d'avoir plus facilement les jeunes. C'est plus facile d'amadouer quelqu'un qui a 18, 20 ans, 25 ans. Waouh, amadouer. Ah ouais, hein, c'est dur ce que j'utilise comme mot, mais c'est une réalité. Et moi, des fois... plein de fois, ça m'est arrivé de rattraper les mauvaises expériences qu'ont eu les gens dans la rue en leur disant attendez, c'est pas ça ce travail, nous on n'est pas là pour ça et si tu le fais pas c'est ok. Et moi ça va rien changer parce qu'il y a une autre réalité, c'est que moi je suis payée à l'heure, donc peu importe ce que je fais à la fin de ma journée je suis payée. Il y a des boîtes qui payent à la commission. D'accord, c'est intéressant de savoir la différence. C'est peut-être pour ça que certains utilisent des méthodes qui ne sont pas forcément... Non, parce que la plupart c'est à l'heure. Donc ça marche pas quand même. D'accord. Non, par contre c'est des missions, c'est toujours des CDD, donc c'est rarement du CDI. Il y en a quelques boîtes qui le font, mais c'est rare. C'est souvent du CDD de 5 à 6 semaines. Du coup, si t'as pas fait tes chiffres, entre guillemets, tes statistiques qu'on attend de toi sur ces 5 à 6 semaines, t'es pas repris pour la prochaine mission. Ok. Ouais.
Tu nous as donné pas mal d'infos et c'est super intéressant de savoir comment tout ça fonctionne. C'est un vrai système. Et tu disais en début d'émission que c'est plusieurs entreprises qui reçoivent des financements des associations pour que des personnes spécifiques aillent dans la rue et puissent... Des pros. Et c'est hyper intéressant parce que 90% des cas, ceux qui sont dans les associations et qui gèrent les contrats avec les boîtes sont des anciens recruteurs de donateurs d'il y a 15-20 ans. Et c'est ça qui est fou, c'est souvent des gens qui sont sortis de la rue, qui ensuite vont bosser en interne dans les associations pour gérer la récolte de fonds en face à face avec la nouvelle génération, entre guillemets, d'entreprises. Ouais, c'est un empire. C'est un empire. C'est ce que je comprends, j'étais loin de m'imaginer et c'est justement pour ça que j'avais envie de découvrir ce métier parce que je savais que c'était pas aussi simple qu'on l'apercevait, ce n'était pas seulement des gens dans la rue en train d'essayer de nous sensibiliser parce qu'il y a ce côté aussi, sensibilisation sur ce qui peut se passer dans le monde. Moi, je me rappelle récemment et c'est... Est-ce que je donne cette anecdote ou pas ? Peut-être pas. Là, je me rappelle récemment quand on m'a sensibilisée sur ce qui peut se passer, notamment à Madagascar, dans le sud de Madagascar, un pays qui est dans une situation assez délicate. Il y a la famine, c'est une réalité dans le sud de Madagascar. Des enfants qui sont mal nourris. La situation n'est pas évidente dans ce coin-là. Et c'est vrai que tu te dis que la personne qui va t'en parler en face de toi, forcément s'y connaît et aller sur le terrain, qu'on maîtrise l'association parce qu'elle t'en parle avec tellement de passion, mais en fait non, c'est une personne qui a reçu ses fiches et les a bien lues pour nous donner les bons chiffres. Est-ce que vous savez que, alors ça reste des vraies informations, ça reste de la vraie sensibilisation, mais c'est intéressant de savoir que ce ne sont pas des personnes engagées dans l'association. Après, on a envie de donner ou on n'a pas envie de donner, ça reste le choix de chacun, mais je trouve ça hyper intéressant ce que tu nous racontes. Madagascar, c'est une situation qui est hyper complexe. Moi, toute ma carrière, j'ai parlé de Madagascar. Je disais, il y a 7-8 ans, est-ce que vous vous rendez compte, le salaire moyen à Mada, il est de 40 €, comme ça vous le sachiez. Il est de 40 €, les enfants travaillent 12 heures sans pause, c'est pas les droits du travail en France, pour des centimes. C'est un enfant sur 2 qui souffre de malnutrition chronique. Mais moi, ces chiffres-là, je les avais déjà il y a 7-8 ans, je les disais déjà. Mais aujourd'hui, je suis à côté, on a la Réunion, je rencontre des Malgaches tout le temps, tous les jours. Et ça a du sens. Est-ce qu'on est sensible à la cause humanitaire ? C'est une question assez bête que je pose, mais pas tant que ça. Est-ce qu'on est forcément sensible à ces causes-là ou finalement c'est un travail comme un autre ? Initialement, je veux dire. Est-ce que humainement, on est attaché ? Je pense qu'il y a 15 ans, c'était plus valable qu'aujourd'hui. Il y a une vocation. Il y a une vocation à être commerciale. Moi, je suis une vendeuse de tapis. Tu vois. Je pense que tout le monde ne peut faire ça. Il y a plein de manières de faire de l'humanitaire différent. Moi, je connais des gens, ils défendent des associations. Peu importe la couleur, ils la défendront de la même manière. Et ce sera très bien leur travail. Il sera pro. Par contre, ils sont pas plus sensibles que ça. Moi, ça m'est déjà arrivé après une semaine d'essai, parce que tu as toujours une semaine d'essai, de refuser de travailler pour une asso. Pourquoi ? Il y a plein de raisons. Ah oui, du coup, parce qu'on connaît les bons des associations, mais on connaît aussi le mauvais des associations. Et j'aime pas trop les subventions qu'ont VVF. J'aime pas trop... VVF, je connais pas. C'est quel... WWF, c'est le gros panda. C'est l'environnement et les animaux. D'accord. Ouais, pour plein de raisons, j'irais jamais travailler pour eux et j'arrivais pas parce que c'était pas dans mes valeurs. La Croix-Rouge, c'est pareil, j'aime pas trop la répartition de comment ils gèrent leur argent, les frais de fonctionnement, combien ils sur le terrain. Moi, ça m'est déjà arrivé de dire non, en fait, j'ai pas envie, je le ferai pas. Ouais. C'est hors de question. Mais je connais des gens, peu importe la couleur, ils vont y aller parce que c'est de l'argent, c'est un travail. D'où ma question initiale, est-ce qu'on est sensible à ces causes-là quand on fait ce métier ? Pas forcément. Non, pas toujours. C'est un métier comme un autre finalement. C'est un métier comme un autre, ouais. Bon, j'aimerais bien qu'on s'intéresse maintenant à ce qui se passe concrètement dans les rues. C'est vrai que vous faites partie de ceux qui vont interpeller des passants et je sais que c'est pas toujours évident. Moi, j'ai fait ce métier, j'ai pas fait ce métier, mais c'est vrai qu'en tant que journaliste, on fait des micro-trottoirs et les confrères qui écouteront ce podcast verront de quoi je parle. Tu interpelles des personnes et des fois, tu te prends... des remarques ou des personnes qui n'ont pas spécialement envie, qui ne sont pas d'humeur ou... Finalement, je trouve qu'il y a ce point commun entre ce que vous faites et ce qu'on peut faire nous. Vous faites des rencontres, quoi. Oui. Moi, alors... De belles rencontres et des rencontres qui ne sont pas... toujours la vie faite de rencontres. Exactement. La rue, c'est l'école de la vie, moi je dirais. Vraiment, vraiment. Parce que c'est très bête, mais si tu te lèves le matin et que tu as tes problèmes dans ta vie et que tu les ramènes au travail quand tu dis bonjour, tes problèmes vont te renvoyer. Il y a vraiment un effet miroir. Si je suis un peu... je suis pas de bonne humeur, je suis un peu conne ce matin, je vais rencontrer que des cons. Et si t'es de bonne humeur, t'es de positive, tu envoies que de la good vibes, tu rencontres que des gens adorables, super sympas qui vont te toucher. Et ça m'est arrivé plein de fois de prendre 1 heure. Oui, c'est pas bien, faut pas le faire.
Ça m'est déjà arrivé plein de fois de prendre 1 heure avec les gens, mais je sais très bien les 3 premières minutes qu'ils le feront pas. Parce que moi, mon travail, c'est de savoir en 2 minutes si la personne va le faire ou pas. D'accord. Toi, tu le sais pas, mais moi, en 2 minutes, je sais si tu vas donner ou pas. Et à 90% du temps, j'ai raison. Et ça, c'est... Donc, si je décide de prendre ce temps-là avec les gens, c'est que je suis d'abord dans la rencontre. Mais je trouve ça hyper intéressant ce que tu dis. Vous savez les 2... Enfin, toi, en tout cas, tu sais les 2 premières minutes si la personne va donner ou pas. Qu'est-ce qui te fait dire en 2 minutes que la personne... L'intérêt que la personne te porte. En 30 secondes, tu sais si la personne elle est vraiment intéressée, si elle est là pour l'assaut, si elle est là pour toi. Parce que les gens, ils adorent parler aussi, ils aiment prendre du temps avec nous. Très souvent, ça nous arrive. J'ai envie de m'arrêter parce que vous êtes sympa, vous êtes toujours de bonne humeur. C'est vrai que c'est difficile de dire non à quelqu'un qui est super sympa devant toi. Enfin, de dire non, j'ai pas envie de parler. Oui. Après, signer ou pas, ça c'est une autre histoire. Mais c'est vrai que quand vous approchez, vous avez ce côté très sympathique, jovial, qui donne envie, en tout cas aux personnes qui aiment bien parler, à venir vers vous en fait. Ça fait partie des obligations de moyens. Et ça fait partie du contrat de travail. D'accord. C'est dans les obligations de moyens. Tu dois être en énergie, tu dois être souriant, tu dois... Parce qu'il y a des gars qui ont étudié, en fait, ce travail et qui ont cherché la meilleure manière pour faire signer les gens. Ça veut dire que être souriant, c'est la base. Moi, ça m'est déjà arrivé de voir des gens, en semaine d'essai, ils n'ont pas été gardés parce qu'ils souriaient pas. Ouais, tu vois ce que je veux dire ? Difficile d'aller... J'ai du mal à imaginer, c'est vrai que... Bonjour monsieur, est-ce que je peux vous parler 2 minutes ? Ouais, ça donne pas envie. Ouais, y a des choses, comprends. Du coup, t'es obligé d'être toujours en énergie, d'être bien. Et après, tu fais aussi avec ce que t'as. Moi, ça m'arrive des fois je vais dire bonjour qu'aux gens à qui j'ai envie de dire bonjour. Parce que je sais que là, moi, je suis dans une énergie où je suis pas au top. Donc, j'ai pas envie de supporter certaines choses qu'on va me dire. Donc, je vais m'adapter, moi, à la rue. Donc, toi aussi, il y a une sélection que tu fais quand tu n'interpelles pas n'importe qui. Non. On fait du profilage énormément. Mais obligé. Tu peux pas arrêter. Et puis, il y a des profils en fonction des régions. Je vais jamais arrêter les gens de la même manière. Dans le nord de la France, dans le sud-ouest, dans le sud-est, je vais pas m'armer de la même manière. Et je parle bien d'armement parce que il y a des qualités dans certaines régions qui reviennent, quand on a des régions de cœur, on adore, on sait, en Bretagne, pisse sur vous, les gens sont adorables. Le nord de la France, les gens sont adorables. Tu vas sur la Côte d'Azur, c'est pas le même type de population, c'est pas la même chose que tu dois dire, tu dois t'adapter. La Côte d'Azur, je connais un petit peu la Côte d'Azur, c'est pas ceux qui sont un peu... Pété de thunes. Ouais, beaucoup. J'ai travaillé près de Nice, j'ai travaillé à Cannes. Mais du coup, il y a des types de personnes qui sont différents. À La Réunion, les gens sont adorables. Il y a vraiment ça, par exemple. Je dis pas pour le podcast, mais c'est vrai. Et on m'avait prévenu, on m'avait dit, tu vas voir, les gens, ils sont adorables. Vraiment, à La Réunion, tu vas voir, c'est pas la même chose qu'en métropole. Et c'est vrai, à La Réunion, les gens s'arrêtent plus facilement. Il y a de l'échange. C'est beau ce que tu dis. Parce que j'aime ce travail. Et il y a beaucoup de jugements, même de gens qui l'ont jamais fait de l'extérieur. Mais il y a des bons flics, il y a des mauvais flics, il y a des bons recruteurs, il y a des mauvais recruteurs, mais il y a surtout de très belles associations qui sauvent des vies tous les jours et sans qui ça serait pas possible. Et c'est vraiment hyper enrichissant de pouvoir avoir ces personnes-là qui te renvoient le bien, mais du coup il y a aussi ces personnes-là qui te renvoient le mauvais et sont représentent ce qu'elles aiment pas chez nous. C'est-à-dire, il y a plein de gens qui ne croient plus en les associations depuis ce qu'il a pu se passer aussi avec l'ARC, la Ligue contre le cancer à l'époque. Il y a eu des millions qui ont été détournés et ça reste dans la mémoire des Français. Et du coup il y a encore plein de gens qui pensent qu'il y a de l'argent qui est détourné. Alors... Oui, c'est vrai que c'est assez particulier quand même parce que en quelques minutes, tu rencontres une inconnue qui doit te convaincre de signer et tu vas signer, tu vas donner de l'argent tous les mois. Il y a des personnes qui, comme moi par exemple, j'aime bien en savoir un peu plus sur l'association. Je sais que je pense faire partie des relous. Non, franchement, des personnes reloues quand je croise des confrères. J'ai envie de savoir où ira ce don, tu vois. Ouais, totalement. Donc, mon travail. C'est vrai qu'il y a ce côté où on peut être réticent. Et comment vous faites pour essayer de, pas convaincre, mais vous dissocier un peu de ce qui a pu se passer ? On est armés. On est armés. Premièrement, c'est interdit de prendre de l'argent dans la rue. C'est-à-dire, pour toutes les personnes qui regardent, c'est déjà arrivé, ça arrive encore aujourd'hui, qu'il y ait des gens qui mettent des t-shirts Médecins du Monde et qui prennent du cash en rue, et c'est pour leur poche, ils se font minimum 500 balles par tête par jour. C'est pas vrai. Si ça arrive en métropole, ça arrive partout, et c'est pas des associations, et c'est pas des boîtes de prestataires qui bossent avec. C'est interdit de prendre du cash en rue, c'est interdit de prendre des chèques en rue. Oui. Et ils sont développés, les escrocs maintenant, ils ont des TPE en rue. Ça veut dire que maintenant, il y a quelqu'un qui peut venir et qui te dit mets ta carte. Et c'est déjà arrivé à Paris, il y a un mois, dans la rue, quelqu'un qui m'a dit ça. Il a donné pour 15 €, donc il a fait une carte de 15 €. Le lendemain, il a été prélevé de 550 € sur son compte. Waouh. Ouais, il y a 0 carte bleue, on prend jamais de carte bleue, ni des chèques, ni d'espèces. Ça, c'est vraiment ce qui te garantit que c'est bien une association et que c'est pas une fraude ou quelque chose. Tu vois ce que je veux dire ? Donc ça, même l'escroquerie a été développée, mais Médecins sans frontières, aujourd'hui, elle peut pas détourner ce qu'elle veut. Le moindre euro, il est calculé, il est suivi et les gens ont accès à ça. Et par exemple, la Croix-Rouge,
typiquement, moi, je travaillerai jamais pour eux, mais même s'ils font, oui, c'est vrai, du travail, ils font du bon travail à des endroits, maintenant, c'est écrit, il n'y a pas de cacherie, c'est juste que quand tu donnes 10 €, il y a 5 € qui vont en frais de fonctionnement, il y a 5 € qui vont sur le terrain. Ils peuvent même pas le cacher, ils peuvent pas parce que c'est la loi, tout est épluché. Mais il y a beaucoup d'associations un peu comme ça. Hein. Et il me semble que tu donnes, mais c'est un an, c'est à partir d'un an que ton don va bénéficier, va aller chez les personnes. Alors ça, c'est compliqué. En gros, c'est un système qui est assez complexe, effectivement. J'ai peut-être du mal à l'expliquer là comme ça, mais je pense que tu vois ce que je veux dire. En gros, c'est parce que nous, on coûte cher. C'est ça. Ouais. En gros, une mission, ça coûte très très cher. Donc premièrement, nous, on paye pour vous en fait. Enfin, pas. Oui. Qu'est-ce que je raconte ? Non. Premièrement, les donateurs vont payer d'abord les recruteurs de donateurs avant de payer pour la cause. Ouais, mais c'est pas... Alors, vu comme ça paraît un peu, voilà, on n'est pas bénévole. Mais du coup, vu que c'est un vrai travail, c'est un métier, il coûte cher. C'est-à-dire que moi, par exemple, je suis à La Réunion, il y a mes billets d'avion à prendre, il y a les logements, après on est logé à plusieurs dans des baraques, on a les voitures de fonction, bref, il y a le tout. Mais je pourrais prendre un panneau publicitaire de l'UNICEF qui coûte 1 à 2 millions. Une publicité qui coûte des millions. On coûte pas des millions, on coûte moins cher qu'un panneau publicitaire, votre d'appel aux dons par exemple. Mais on rapporte beaucoup plus que ce qu'on coûte. Ça veut dire que la récolte de fonds, ça a un coût. Les associations, quand elles négocient des contrats avec des boîtes de prestataires, c'est un investissement. Et donc, du coup, elles attendent derrière la boîte de prestataire, la boîte de prestation, elles attendent elles attendent un rendement et une qualité de travail. C'est-à-dire une qualité de donateur. Pas de donateur qui s'arrête au bout de 3 mois, 6 mois, parce que l'investissement, il sera perdu. Puisqu'on paye soit des donateurs, soit des heures aux boîtes. Mais pardon, mais ça serait intéressant que le donateur le sache. Parce que j'imagine, après c'est peut-être moi, j'essaie un peu de chercher la petite bête, mais j'imagine que quand tu donnes, tu te dis « Ah mince, on m'a parlé de ça, des enfants qui sont mal nourris à tel endroit. Ah, ça me fait un petit pincement au cœur, ça me culpabilise parce que moi, là, je viens d'acheter plein de trucs. Et du coup, j'ai envie de donner pour ça. Mais sauf qu'en fait, non, on donne dans un premier temps pour le fonctionnement. » Ça marche pas aussi simple. Non, parce que moi, quand le personne va faire un don, ça va aller directement dans les comptes de l'association. Ça veut dire qu'il n'y a aucun moment, une boîte de presse, c'est une association, c'est dans son budget. Dis-toi que c'est une Médecins du Monde qui décide, par exemple, dans tout son budget, elle a une partie récolte de fonds. La partie récolte de fonds, ça fait partie il y a la face-à-face. Le face-à-face, c'est nous. Il y a les panneaux publicitaires, les appels aux dons, il y a les campagnes de soutien. Tout ça, c'est de l'argent qui est investi pour en récupérer. Mais toutes les associations, elles font ça depuis toujours et ça marche. Nous, on fait partie de ça, mais c'est une grosse caisse. Quand toi, tu fais un don, ton don, il va directement dans le compte de Médecins du Monde. Oui, c'est vrai que remarque... Il n'y a pas de mainmise. Moi, je prends pas 10% de... Oui. Et comment est-ce que tu reconnais une bonne association sur son investissement et son action de terrain ? C'est les frais de fonctionnement. Médecins sans frontières, typiquement, quand tu donnes 10 €, c'est 9,20 € qui vont sur le terrain en mission sociale et tu as 80 centimes en frais de fonctionnement. Et nous, on est dans les frais de fonctionnement. Et dans les frais de fonctionnement, tu as les loyers des assos, tu as l'électricité, tu as la récolte de fonds. Oui. Tu vois comment c'est beaucoup plus complexe que ça, c'est de l'investissement, mais c'est toutes les assos qui investissent. On revient c'est vrai qu'on revient sur l'idée de base, c'est de soutenir l'association et d'en soutenir, ça part par tout ce process, la logistique qu'il peut y avoir c'est ça. Derrière. Totalement. Tu expliques ça super bien et je suis en train de me mettre face à mes propres contradictions. Elle est convaincante, hein, la petite. C'est trop d'années. Elle est convaincante. Bon, j'aimerais bien que tu nous partages quelques anecdotes des choses que tu as pu vivre, parce qu'on parlait des rencontres que tu peux faire dans la rue. D'ailleurs, nous, cet échange, c'est le fruit d'une superbe rencontre, hein, un moment qu'on a partagé ensemble, une discussion qu'on a partagée ensemble. Et c'est pour ça qu'on est là. Tu as dû en rencontrer des milliers de personnes. Des milliers. Depuis le début. Oui, j'étais en train de me dire milliers, j'exagère peut-être, mais en fait, non. Des dizaines de milliers, je dirais. Hein. Ouais, beaucoup de monde. J'ai une anecdote qui est un peu dure. Allez. Du coup, je vais vous la partager. Allez, on a envie de savoir, du coup, maintenant que tu nous teases. En gros, j'ai perdu ma mère il y a 5 ans d'un cancer des poumons. Et c'était la veille de mon anniversaire. Wow. Donc, c'était un moment très dur et je bossais en mission. C'était à Tours. Et donc, on a fait le rapatriement au Maroc. Et pendant une semaine, donc je me suis arrêtée. J'ai pris 7 kilos en une semaine. J'allais pas bien. C'était chaud. Et du coup, il fallait que je reprenne le boulot absolument. Il fallait que je m'occupe. Moi, je suis une hyperactive. Il fallait que je fasse quelque chose. Donc, j'ai repris la mission. Et le premier jour, quand je reviens,
j'arrête, donc je fais comme d'habitude, mécaniquement en fait. Et je travaillais pour ESE, donc la lutte contre le sida. Et il y a quelqu'un qui me répond en pleine face, un monsieur. Il me dit, mais de toute façon, le cancer, ça n'existe pas, c'est une supercherie. Non, mais vraiment, ouais, en pleine face. Ouais, c'est dur ce que tu as vécu. Déjà, tu reprends le boulot, c'est courageux de ta part. Il fallait. Tu repars. C'est vrai que c'est un métier fait de rencontres. Et là, tu tombes sur cette personne qui te met face à une réalité difficile pour toi. Comment est-ce que tu réagis devant lui? Est-ce que émotionnellement, tu arrives à te contenir? Est-ce que En fait, comment est-ce que tu fais tout ça? C'est vraiment en te rappelant que la personne, elle te connaît pas. Et c'est pas toi qu'elle attaque, c'est ce que tu représentes. Et ça, c'est vraiment la base. Et c'est là où c'est le détachement. Il est hyper important dans ce travail. Et c'est pour ça qu'ils ont essayé d'envoyer des bénévoles en rue qui travaillaient directement pour l'association des gens qui avaient le sida. Ils ont essayé de les envoyer il y a 20 ans en rue pour voir si ça allait marcher, si les gens concernés, ça allait... Mais pas du tout. Les gens étaient trop concernés, ils acceptaient pas le nom des autres. Il faut avoir du détachement pour faire ce travail, sinon ça marche pas. D'accord. Et du coup, quand les gens ils t'agressent, moi ça m'est déjà arrivé, tu dis bonjour avec le sourire et la personne elle t'insulte de connasse, tous les noms, tu les prends envoyer, des gens qui vont essayer de te taper en rue. On n'est jamais tout seul en rue, c'est qu'il y a une raison en fait, c'est parce qu'on se fait agresser en fait, oui, c'est vrai. Mais du coup, c'est prendre sur soi, se dire que de toute façon, c'est pas toi qui es visé, c'est jamais toi. La personne, elle te connaît pas, c'est ce que tu représentes. Et les gens qui nous agressent en rue, c'est les gens qui sont profondément frustrés et malheureux. Et ça se voit, ça se sent en énergie. Bah, finalement, c'est un peu comme beaucoup de métiers. Hein, quand tu as ce contact avec les gens, tu peux tomber sur des belles personnes et tu peux tomber sur des personnes qui ne sont pas dans leur meilleur jour. Et ça tombe un peu sur toi. Merci en tout cas de nous avoir partagé tout ça. On n'a pas parlé de la formation. Il y a des techniques précises, hein, tu nous disais. Oui, on nous forme à avoir des contre-objections, c'est-à-dire avoir réponse à tout. Ça veut dire qu'on m'a fait apprendre par cœur. Quand quelqu'un te dit ça, tu dis ça. Après, ça marche pas si tu le dis pas à ta manière et que ça t'appartient pas à toi. Mais du coup, t'as quand même une base. T'as quand même un speech, on appelle ça. Un speech que tu vas tenir et des contre-objections en fonction de ce qu'on va te répondre. Et plus t'es toi-même, plus t'y crois, plus t'es convaincu, plus t'es convaincant. C'est en ça qu'on est des... Moi, les meilleures missions que j'ai faites, c'est les associations de cœur. C'est pour Médecins sans frontières, c'est mon asso vraiment où j'ai rencontré tellement d'expats qui sont allés sur le terrain et qui te disent, quand tu attires en Afghanistan, en Iran, quand ça tire, tu regardes pas d'où ça vient, tu pries pour ta vie. Et quand les gens ils te disent ça en live et qu'ils te disent merci, c'est grâce à vous qu'on a les médicaments là-bas. Bah, quand tu le racontes après dans la rue, c'est pas pareil. Tu vois, il y a des associations. Oui, j'aime les animaux. J'ai bossé pour la LPO à IFO, c'est une très belle association animale et environnementale. J'ai défendu avec le cœur, mais ça n'a pas la même hargne. J'avais pas le même poids parce que j'avais pas la même sensibilité. Et donc du coup, t'as vraiment... Ouais, soit tu le vis vraiment et t'aimes ce que tu fais et t'aimes l'humain et malgré les mauvais, et bah, tu prends et tu donnes et des fois t'encaisses. Soit tu décides d'être un recruteur, on va dire, publicité et d'apprendre ton speech par cœur et de pas être dans l'échange et être dans la stat, donc un maximum de bonjour, donc des donateurs qui tombent. T'as vraiment deux écoles. Donc voilà. Bon, bah merci Kamar de nous avoir partagé tout ça. Cette interview touche à sa fin. Dites-nous en commentaire si vous avez appris des choses. Forcément, vous avez appris des choses parce que c'est un métier... Enfin, c'est des gens sur qui on tombe assez régulièrement, mais en réalité, les coulisses de ce métier, c'est un métier qui n'existe pas depuis très très longtemps. Hein, donc forcément, on ne sait pas comment tout ça fonctionne. Merci en tout cas de nous avoir raconté tout ça avec beaucoup de passion. Avant de clôturer cet épisode, je te laisse nous donner le mot-clé du jour. C'est vrai qu'à la fin de chaque épisode, on donne un mot-clé pour que les auditeurs puissent le mettre en commentaire sur toutes les plateformes par lesquelles ils nous écoutent. Donc Kamar, je te laisse nous donner le mot-clé du jour. Ça peut être en lien ou pas avec ton activité, ce que tu veux, ce que tu aperçois là. Moi, je dirais rencontre humaine. C'est vraiment ça le mot-clé pour moi dans ce travail, c'est les rencontres. Allez. Les belles rencontres. Bon, bah, rencontre humaine en commentaire si vous nous avez écoutés sur Spotify, Deezer, Amazon Podcast, Apple Podcast aussi. Mettez des étoiles sur cet épisode, sur le podcast de manière générale. Les étoiles, c'est ce qui permet au podcast d'être référencé parce que c'est vrai que bon... Nous, on est des podcasteurs indépendants. Hein. On fait ça pour le cœur, on fait ça pour la passion. Donc, c'est la petite récompense, les étoiles. Voilà. Merci encore une fois d'avoir écouté cet épisode d'Histoire de vie. Je vous dis à dans 2 semaines en compagnie d'une nouvelle personnalité ou d'un professionnel. À très vite. Merci d'écouter Histoire de vie. Si vous appréciez ce podcast, abonnez-vous pour plus d'histoires.